de sécuriser. Merci Marie-Pierre Véraud. On salue l'invité de la séquence interview, l'ambassadrice d'Israël en France, Aliza Ben Noun. Bonjour madame. Bonjour. Donc hier à New York, effectivement, Emmanuel Macron estimait que l'accord était peut-être pas absolument parfait, mais qu'il valait mieux que rien, que pas d'accord du tout. Or, vous soutenez qu'il vaudrait mieux pas d'accord du tout que cet accord-là ? Et est-ce que s'il n'y avait pas d'accord, l'Iran ne pourrait pas plus facilement accéder éventuellement à l'arme nucléaire ? La position d'Israël en ce cas est très très claire et cette position était véhiculée et en Europe et vis-à-vis des États-Unis et c'est aussi c'était exprimé de manière très 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 claire hier dans le discours du Premier ministre Benjamin Netanyahu. Pour Israël et l'Iran, et la menace numéro 1 est en ce qui concerne notre existence. C'était dit il y a une semaine par le ministre de la Défense israélien. Il a dit que l'Iran, c'est le pays qui menace Israël. Et en ce qui concerne le dossier nucléaire, Benjamin Netanyahu, il était très clair les dernières années, même il y a 2 ans, quand on était devant la signature de cet accord, que ce n'est pas un bon accord, parce que exactement pour les raisons qui étaient mentionnées, et d'ailleurs qu'il y a un certain temps et pour cet accord, après, et toutes les restrictions se seront soulevées, et ça sert l'Iran de l'un côté de promouvoir son engagement en ce qui concerne les essais de missiles balistiques, en ce qui concerne le soutien des éléments terroristes, notamment le Hezbollah et au Liban, mais aussi le Hamas dans la bande de Gaza. Il faut dire que les relations entre l'Iran et le Hamas se sont renforcées le dernier an, et les déclarations et les manifestations est très très agressives et par rapport à la sécurité d'Israël. Alors pour Israël, et même s'il y a un accord, c'est un accord qui est très très problématique. Netanyahu a parlé de sunset clause, c'est exactement le paragraphe qui est, lorsqu'il ça sera soulevé, l'Iran sera libre d'avancer leur projet nucléaire, et en même temps l'Iran reçoit la légitimité internationale. On est très intéressé en Europe de faciliter, d'avancer, de développer les liens économiques. Et dans la région, l'Iran est un pays qui est très très problématique, pas vis-à-vis par rapport à Israël, mais aussi par rapport aux pays de Golfe. Aliza Ben Noun, merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure pour la séquence interview. Peut-être un petit mot d'Andrei Gratchev qui nous a rejoint dans ce studio, qui l'a invité à la dernière partie de la Grande Table. Est-ce que vous pensez qu'un accord comme ça pourrait, en quelques mots, ça pourrait se renégocier, ou est-ce que c'est totalement exclu, selon vous, diplomatiquement ? Bon, écoutez, il faut déjà partir de la situation actuelle. Pour l'instant, il paraît que les États-Unis sont en quelque sorte le cavalier seul. Enfin, la seule partie qui avait participé à la rédaction de l'accord. Et donc, comme il s'agit d'un accord international, on voit mal comment cet accord peut être annulé ou suspendu. La position de la Russie, évidemment, est assez particulière, vu le fait que pour la Russie, l'Iran est un pays voisin. Et donc, voilà, on peut bien comprendre ce que les Russes seront peut-être les derniers à soutenir les Américains dans les tentatives de sa révision. Andrei Gratchev, merci. On vous retrouve donc dans la dernière partie de la Grande Table. Je rappelle que vous êtes écrivain, essayiste, ancien porte-parole de Gorbatchev. 12h42 sur France Culture, la suite de votre journal. Antoine Mercier. Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires, présente en ce moment la stratégie logement du gouvernement. L'idée est de construire davantage tout en faisant des économies. Le ministre affirme vouloir effectivement libérer la construction de tous les carcans qui aujourd'hui l'étouffent. Il annonce un abattement significatif pour ceux qui très rapidement pourront mettre leur terrain sur le marché. On est en ligne avec Marie Viennot en direct. Bonjour. Bonjour Antoine. Est-ce qu'on a une idée sur le point de savoir comment le gouvernement compte faire mieux avec moins ? Écoutez, pour faire mieux avec moins, il faut passer d'un cercle vicieux à un cercle vertueux, rien de moins, c'est simple à dire. Et cela tient en 3 phrases prononcées par le ministre de la Cohésion des Territoires. 1, libérer la construction. 2, favoriser les procédures. 3, lever les freins. Alors concrètement, me direz-vous, eh bien je n'ai pour le moment pas plus de détails à vous donner, hormis celui que vous avez déjà donné Antoine, car le ministre et son secrétaire d'État parlent depuis 20 minutes et ils sont encore à détailler les changements, ils ne sont
pas encore à détailler les changements concrets, mais plutôt à énoncer le constat. La politique de logement ne répond pas aux besoins de la population, et également à décrire la méthodologie qui a abouti au projet de loi. On remarquera cependant que pas une fois pour le moment n'a été évoquée la question budgétaire et la nécessité de faire 1 milliard d'euros d'économies dès cette année sur la politique du logement. Le premier axe de cet objectif, c'est donc de cette politique, c'est donc construire plus, mieux et moins cher, et pour cela libérer le foncier, le rendre disponible. Il y a donc cet abattement, donc mesure concrète pour toutes les personnes qui disposent d'un terrain dans les zones tendues, et il pourra même cet abattement fiscal pourra même aller jusqu'à 100% si c'est pour construire un HLM. Deuxième mesure également concrète, les impôts seront réduits pour les entreprises qui cèdent des bureaux. Voici donc 2 mesures concrètes et un peu nouvelles qui ont été annoncées à l'heure où je vous parle. On attend encore maintenant les détails sur la baisse des aides au logement, sur les moyens que le gouvernement se donne pour que les loyers baissent également dans le privé comme dans le parc HLM, et également plus largement pour que le rapport de force entre l'offre et la demande s'inverse ou se régule, notamment dans les zones tendues. Voilà, et le prêt à taux zéro et ainsi que le Pinel sont prolongés 4 ans, mais plus ciblés. Dernière déclaration donc du ministre. Merci beaucoup Marie Viennot. C'est tout un symbole, le Parti socialiste qui est contraint de vendre son siège à Paris. Le trésorier du PS l'a annoncé hier soir, décision prise de vendre cet hôtel particulier, 3000 mètres carrés, rue de Solferino, qui abritait donc le PS depuis 1981 et qui va être suivi d'un plan de licenciement 1981-2017, ça fait 48 ans, qui ont fait passer le PS du socialisme triomphant, parvenant pour la première fois à l'Élysée, au socialisme, disons, avec moins de couleurs, défait par plusieurs revers électoraux. L'ancien député du Val d'Oise, Philippe Doucet, essaye quand même de faire de mauvaise fortune bon cœur, puisqu'il dit c'est l'occasion de rebondir, il faut écrire une nouvelle histoire. Et il y a certains qui souhaitent au PS s'installer en banlieue, dans les quartiers populaires, au plus près de l'électorat, Frédéric Seyss. De l'électorat théorique, en tout cas, Antoine, c'est la double dimension de cette vente, économique et symbolique. Économique, car ce bâtiment acheté en 1986 par le PS est estimé à entre 40 et 70 millions d'euros. Ce sont 3000 mètres carrés à quelques pas de la Seine, entre le musée d'Orsay et l'Assemblée nationale, dans l'un des secteurs les plus cossus de la capitale, avis aux intéressés. Le PS espère ainsi pouvoir éponger ses pertes liées aux défaites électorales. Jusqu'à l'année dernière, il touchait 25 millions d'euros par an en dotation publique. Après la Bérésina des législatives, ce chiffre est tombé à 8 millions d'euros annuels. Cela dit, les socialistes auraient pu se maintenir dans ces lieux tout en se serrant davantage la ceinture par ailleurs, mais l'enjeu était aussi symbolique. Comment s'adresser effectivement aux classes moyennes et populaires depuis un lieu où elles en sont de fait exclues? Les recherches pour un nouveau siège s'orientent désormais vers un arrondissement plus accessible de la capitale, mais la proximité avec le centre de Paris reste un critère important selon le trésorier Jean-François Debat. Plusieurs figures n'ont pas à cacher leur mécontentement. Stéphane Le Foll dénonce en substance un raisonnement simpliste. François Rebsamen demande lui un vote des militants. Cette décision ne ravit pas tout le monde car c'est un patrimoine historique qui se perd. C'est surtout un symbole de déclassement. Peu à peu, ces dernières années, les grands partis politiques ont quitté les arrondissements les plus centraux de la capitale. À 2 pas de la rue de Solferino se trouvait jadis le siège du RPR, transféré ensuite dans le 8e arrondissement de Paris, puis transféré à nouveau dans le 15e arrondissement. Le Front National, lui aussi en proie à des difficultés financières, a dû vendre son siège de Saint-Cloud, surnommé le paquebot, et se rabattre vers la commune plus abordable de Nanterre. Europe Écologie Les Verts a quitté le 10e arrondissement pour Montreuil, en petite couronne parisienne. Le mouvement est général et marque de fait une forme de rétrogradation des institutions politiques dans l'espace public. Un départ de Solferino, oui, mais pour mettre quoi à la place? C'est la question suivante. Le bâtiment peut attirer des investisseurs étrangers, de grands groupes, de secteurs en dynamique comme la banque ou l'assurance, mais le PS a déjà indiqué qu'il se réservait le droit de refuser l'offre la plus alléchante, bien conscient du symbole qu'on pourrait lire derrière cette transaction. Combien ça vaut, Frédéric Seyss, le siège du PS? Entre 40 et 70 millions d'euros, si vous avez les moyens. Antoine, c'est pour vous. Merci Frédéric Seyss, je ne suis pas sûr. Sans rapport avec ce qui précède, la première action judiciaire française sur le fondement du délit d'obsolescence programmée. Plusieurs fabricants d'imprimantes sont visés par une plainte lancée par une association spécialisée. Et oui, l'association accuse les fabricants concernés de raccourcir délibérément la durée de vie des imprimantes et des
cartouches. Or, la loi française sanctionne théoriquement depuis 2015 maintenant l'obsolescence programmée qui désigne cette volonté de se supposer de certains industriels de fabriquer des produits à la durée de vie limitée dans le temps. Florence Turc. L'association HOP, Halte à l'obsolescence programmée, a travaillé durant plusieurs mois pour mettre à jour ces techniques qu'elle dénonce dans une étude très documentée sur son site internet. Elle pointe notamment 2 cas de figure. L'imprimante vous dit que la cartouche est vide, que vous ne pouvez donc plus imprimer. Or, il n'y a pas de sonde à l'intérieur qui calcule le niveau d'encre, mais une petite puce qui compte et définit un nombre arbitraire de copies. En ouvrant la cartouche, on s'aperçoit qu'il reste de l'encre et c'est loin d'être anodin quand on sait que le prix de cette encre dépasse les 2000 € au litre, 2 fois plus cher, Antoine, que le numéro 5 de Chanel. Autre technique, celle des éléments faussement annoncés en fin de vie, notamment les tampons absorbeurs. Une mention qui a pour effet de bloquer la machine. Le réparateur vous conseillera là, très certainement, de la changer. Alors que selon HOP, on peut trouver sur Internet des logiciels qui permettent de débloquer le système et de continuer à imprimer durant de nombreuses années. L'association a donc décidé de porter l'affaire en justice. Elle s'appuie sur la loi sur la transition énergétique de 2015 qui a institué ce délit d'obsolescence programmée passible de 2 ans de prison et 300 000 € d'amende. Reste à connaître les suites judiciaires qui seront données à cette plainte car le texte est bien précis. Il va falloir prouver que les fabricants ont délibérément, et c'est le mot qui est important, délibérément cherché à réduire la durée de vie du produit. Merci beaucoup Florence Turme. 12h49, on revient vers notre invitée, l'ambassadrice d'Israël en France, Aliza Ben-Noun. Vous avez évidemment suivi, comme nous, ces discours à la tribune de l'ONU hier. Entre l'unilatéralisme de Donald Trump et le multilatéralisme qui est prôné par le président français, où se situerait Israël plutôt? Et par rapport à Israël, les relations entre Israël et les États-Unis sont de très bonnes relations. Il s'agit des relations stratégiques. Et dès que cette administration nouvelle américaine a pris le pouvoir, on peut voir vraiment des changements positifs par rapport à la politique américaine et à l'ONU. Et l'ambassadrice dynamique Nikki Haley, il s'exprime souvent et par rapport à la situation à l'ONU où Israël se trouve souvent et maltraité, si on peut le dire, discriminé. Et pour, encore une fois, les relations entre Israël et les États-Unis, ils sont des relations historiques, sont des relations spéciales. Et ce n'est pas un grand secret que les États-Unis sont l'allié numéro 1 d'Israël dans le monde. En ce qui concerne la France, si vous avez aussi posé cette question, Israël et la France ont des relations aussi historiques, nous partageons les mêmes valeurs. Il y avait une très bonne visite du Premier ministre Netanyahou il y a 2 mois ici en France. On a parlé d'une manière très très large par rapport à la situation. Et au Moyen-Orient, on partage souvent les mêmes avis, les mêmes positions. Mais mais ça dépend. Il faut voir, il faut analyser chaque sujet et voir exactement où Israël se trouve par rapport à ce sujet. Voilà. Alors, Nadine Epstein. Principal sujet qui intéresse Israël, premier chef, l'Union européenne et les États-Unis et le conflit entre Israël et les Palestiniens. Et là, c'est un peu le brouillard. Hein. D'un côté, tout le monde dit la solution de 2 États est la solution qui reste. Tout le monde dit les négociations peuvent reprendre, mais personne ne dit ni la méthodologie et quel est l'objectif. Et merci pour cette question. C'est très important d'accentuer que le sujet ou les relations entre Israël et Palestiniens n'étaient beaucoup mentionnées hier et pendant les discours, à travers les discours. Mais en même temps, Israël a montré depuis toujours sa volonté de parvenir à la paix avec les Palestiniens. Netanyahou a appelé Mahmoud Abbas de venir s'asseoir autour de la table de négociation et commencer un dialogue. Cette position est encore valide. Netanyahou l'a mentionné hier dans son discours. Mais malheureusement, on ne voit pas encore des résultats. Mais le fait que les émissaires américains se trouvent sur place, ils rendent visite en Israël et dans l'autorité palestinienne assez souvent les derniers mois, montre qu'il y a un certain dialogue, il y a un certain dynamisme. Il faut espérer que ça va évoluer et ça va commencer un dialogue direct. Ce qui était toujours le principe et toujours le point qu'Israël a souligné, un dialogue direct. On ne peut pas discuter à travers la communauté internationale, on ne peut pas imposer des solutions sur Israël. Israël a montré auparavant qu'à travers des négociations directes, comme il était le cas avec la
l'accord de paix avec l'Égypte, que cette année, ces jours-ci, nous fêtons 40 ans de cet accord de paix avec l'Égypte. On peut avancer les relations, on peut parvenir à la paix. Mais pour parvenir à la paix, il faut stopper l'incitation à la haine contre Israël, il faut soutenir des terroristes palestiniens, il faut s'engager vraiment dans ces négociations. Êtes-vous prêt demain à œuvrer pour un État palestinien? Est-ce que l'équation la terre contre la paix, ça tient toujours ou il y a une autre donnée? Je pense qu'on ne peut pas maintenant entrer dans les détails des négociations, et ça, ce n'était pas le cas. C'est pas à moi ici de donner toute la formule, comment on peut arriver à la paix. Il faut tout d'abord s'asseoir autour de la table, discuter sur tous les sujets qui sont pertinents par rapport à cet accord. Et les sujets sont connus. Il n'y a pas un grand changement par rapport à ces sujets. Et si on compare la situation il y a 20 ans pendant le processus d'Oslo, ou après Camp David, ou après Annapolis, ou aujourd'hui. Mais on ne peut pas vraiment avancer les choses. Après pas peu d'années qu'il n'y avait pas de dialogue direct, qu'il y avait des attentats terroristes, qu'il y avait une tension très très inquiétante, il faut au moins d'un côté montrer qu'on est prêt de parvenir à la paix, qu'on est prêt de s'asseoir et discuter directement, que ne pas intéressé à la incitation à la haine contre Israël ou la finance de terroristes qui ont montré leur application et leur lien contre Israël. Dernière question, d'ailleurs. Concernant la Syrie, plusieurs fois Israël est intervenu dans le conflit, soit pour aider des blessés par le biais de l'armée libre syrienne, mais également pour des objectifs militaires. Oui, tout à fait. Et malgré le fait qu'Israël et la Syrie sont des pays hostiles, et que lorsqu'il s'agit des nécessités humanitaires, et Israël n'a pas demandé à ceux qui sont venus vers sa frontière s'il appartient à ce groupe ou à un autre, il s'agissait des personnes blessées qui ont demandé d'être traitées. Alors jusqu'à aujourd'hui, on peut dire que plus que 30 000 Syriens étaient traités dans les hôpitaux israéliens, et après, ils sont rentrés en Syrie. En ce qui concerne les lignes rouges dont vous venez de parler, oui, Israël a dit en plusieurs reprises qu'Israël ne va pas supporter les livraisons des armes de l'Iran vers Hezbollah à travers la Syrie, et qu'Israël ne va pas supporter aucun développement près de la frontière israélienne qui risque la sécurité de la population israélienne. Un tout dernier mot sur un autre sujet, le meurtre de Sarah Halimi, puisque le parquet a demandé que le caractère antisémite soit finalement retenu. Dans un premier temps, la justice avait décidé de ne pas retenir cette qualification antisémite pour ce meurtre qui avait provoqué un vif émoi. Ça vous paraît une décision satisfaisante pour vous, et comment vous ressentez la crise ou le malaise qui a pu exister après cet attentat et d'autres assassinats? Tout à fait. Pour nous, c'était très clair du commencement qu'il s'agissait d'un attentat antisémite ou d'un cas antisémite. Et c'est très bien que maintenant, on a réalisé aussi qu'il faut traiter ce sujet ou ce cas selon les critères de l'antisémitisme. Alors c'est bien que c'est arrivé malgré le fait que c'est un peu tard, et en ce qui concerne le cas en soi-même, c'est très triste qu'en 2017, il y a encore des cas où des gens innocents, des femmes innocentes sont tuées parce qu'ils sont juifs. Aliza Ben Noun, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, ambassadrice d'Israël en France.